Un enregistrement en cours. Bon, on se lance. Bonjour tout le monde. Il y a quelques connus et quelques inconnus. Merci à quelques ambassadeurs de l'équipe qui sont là. Le but de ce petit temps d'échange, c'est de vous faire un petit point sur la manière dont s'est déroulé le premier événement des rencontres pro Creative Machine, qui sont faites en 2 temps. Il y a eu du coup une jam et une série de conférences. Dont il y a Cédric qui est d'ailleurs l'un des intervenants de la conférence. Je laisserai Quentin dire quelques mots sur la conf, peut-être dire quelques mots sur le global et la jam. Jade, peut-être tu peux aussi compléter sur certains, un peu sur la jam, parce que tu l'as bien suivi et bien encadré aussi, quoi. Sur un point de vue large, l'événement s'est déroulé dans les locaux de notre structure, Creative Seeds. Donc, c'est, pour rappel, un Creative Machine, on est cofinanceur de cet événement. Par contre, on a été rejoint. Donc, en termes de financement, on a le CNC qui a soutenu. On a aussi la ville de Rennes qui a commencé à soutenir. Donc, ça nous donne de bonnes perspectives pour essayer de consolider l'événement dans le futur. Ça s'est déroulé sur 3 jours en tout, même presque 4. Donc, on a démarré le vendredi soir. Sur le samedi et le dimanche, on a fait une jam dans nos locaux. Il y a une trentaine de jammers qui ont commencé à expérimenter différents outils. On a démarré par une série des workshops, des ateliers de 3 personnes, plutôt bien calées dans leur domaine, qui sont plutôt des gens actifs. Donc, on a Takion qui est un développeur de chez Stable Diffusion et l'un des co-créateurs, il me semble, des forums. Il ne faudra pas hésiter à me couper si je fais des erreurs. Alvaro, qui est membre aussi, ambassadeur du groupe et qui a monté récemment une startup dans l'intelligence artificielle sur la reproduction style. Là encore, n'hésitez pas à me corriger. Et on a eu une personne de scénario qui est aussi intervenue pendant les conférences, donc, pour parler de cet outil. Donc, un outil développé, une entreprise française qui a développé un outil assez complet plutôt orienté game, mais qui peut servir aussi dans différentes industries. Donc, les 3 nous ont parlé à la fois de leur parcours, mais aussi d'outils, de processus pour que les jammers puissent se lancer. Alvaro et Takion sont restés pas mal de temps aussi, ils étaient sur place et ils ont pu aider les gens à manipuler. Et on a eu on va pas balancer les vidéos par webinaire, je vous encourage à regarder un peu ce qui a été fait. Et on a eu 2 de nos ambassadeurs, Amandine et Lucas, qui ont capté tout l'événement de la jam. Notamment, il y a des interviews. Ce qui était assez intéressant, c'est d'avoir les ressentis. Déjà, les nôtres, on en a eu quelques-uns, mais aussi les ressentis de tous les jammers qui étaient là. Donc, c'était à peu près 60% étudiants, 40% pros, si je me souviens bien. Et c'était vraiment très intéressant de voir. Vas-y. Tu lances le partage, c'est une bonne idée. J'aurais dû faire ça aussi. Mais voilà, c'était très intéressant de voir le ressenti des gens, le rapport au plaisir de faire, le niveau de contrôle. Voilà, c'est ce qu'on essaiera de retranscrire. Je pense qu'on est quelques membres ici à avoir aussi expérimenté et testé ces outils. Donc, c'était chouette de le faire de manière un peu sérieuse, en mettant vraiment plusieurs heures. Je pense qu'on est beaucoup à ne pouvoir y mettre que du temps un peu discontinu, juste quelques heures, quelques minutes par-ci, par-là pour essayer quelque chose. Là, produire un contenu, c'est quand même, ça nous oblige à nous concentrer dessus. Le format de la jam, moi, j'ai trouvé assez chouette pour ça. Les retours ont été positifs sur l'ensemble des acteurs. On a eu des retours très positifs après coup de nos soutiens et financeurs. Donc, il n'y a aucune raison pour ne pas avoir une très bonne seconde édition. On lancera de nouveau des appels à consolider l'équipe d'ambassadeurs pour l'année prochaine. C'est un petit peu aussi l'objet de ce genre de webinaire, c'est vous présenter, voir si vous faites partie de gens qui seraient peut-être motivés pour être un peu plus actifs ou rentrer un peu plus dans le vif du sujet et rejoindre le groupe. En tout cas, à titre personnel, l'expérience humaine d'avoir tout ce petit monde sur 3 jours, pour certains, on ne se connaissait pas. Et c'était le groupe d'ambassadeurs est vraiment très cool. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant, mais plutôt à faire des questions-réponses. Que Jade, tu veux ajouter quelque chose sur la jam avant qu'on cède la parole peut-être Du coup, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on avait donné un thème aussi sur la jam pour essayer d'orienter un petit peu nos créations. Donc, le thème, c'était intelligence artificielle, utopie ou dystopie. Et ensuite, on a formé aussi des groupes. Donc, en fait, ce qui a été chouette aussi pendant cette jam, c'est que les gens pouvaient se mélanger et se rencontrer. Donc, il y a eu
enfin, la plupart des groupes du coup, n'avaient jamais travaillé ensemble, même s'il y avait parfois des petits noyaux qui se connaissaient déjà, mais du coup, qui ont pu échanger et donc partager des techniques, partager des choses qu'ils avaient vues et puis pendant la jam, c'est très, collaboratif. Tout le monde, se dit: «Ah bah, j'ai trouvé ça, ah trop bien, comment tu as fait ça? Ah ouais d'accord», enfin voilà. C'était vraiment, un super échange, humain et du coup, comme a dit Camille aussi, de pouvoir, tester tous ces outils sur un temps court et donné où on est un peu obligé de tester, c'était vraiment chouette, par rapport à voilà, là, je pense sur tout le monde sur notre temps perso ou quand on a, 5-10 minutes pour tester un outil par-ci par-là, là, voilà, on était vraiment 3 jours, enfin 2 jours et demi dédiés à 100 à ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques peut-être? Ou Quentin aussi, si tu veux ajouter quelque chose? Non, non, c'est ça. Vous m'entendez? Oui. Ouais, ok. Ouais, non, mais tout à fait. Alors là, je vous ai montré des petites images tirées d'un résumé que j'ai fait, qu'on republiera d'ailleurs via LinkedIn qui était retour de Jam pour Rubica. Je vous rappelle je leur fais, enfin, c'est fini d'ailleurs, mais je leur ai fait 5 petites sessions autour de l'IA générative. Il y en avait un autour des rencontres de Creative Machine. Et voilà, ouais, ce qu'on en ressort de la Jam, entre autres, c'est que plein de gens étaient venus, effectivement, avec quelques angoisses, mais ça, c'est d'ailleurs même la journée du lundi, c'est un terme qui revenait souvent. Hein, c'est un sujet angoissant, c'est un moment de façon de notre histoire où il y a plein de sources de stress. Il y a, on rajoute des couches, et puis je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. J'ai tendance à dire maintenant qu'on est dans que AI, ça veut dire angoisse informationnelle, parce qu'on on est noyé d'informations qu'on n'arrive plus à trier, tout simplement. Et donc c'était le but c'était aussi de remettre les pieds sur terre en mettant les mains dans le cambouis, si possible de se rassurer, ou de moins d'avoir une vision un peu plus pragmatique. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Il y avait même des gens qui étaient des développeurs très chevronnés, qui ont 20 ans de métier, qui ont du mal à appréhender ces nouvelles technologies, ils veulent même pas en entendre parler, ça stresse, voilà, même les plus expérimentés, et les plus jeunes bien sûr, parce qu'ils se posent plein de questions déjà sur leur avenir. Et en fait, en mettant les mains dans le cambouis, on se rend compte que déjà, en fait, que les plus habitués à faire des images et à manipuler plein d'outils, les plus seniors, même, tu me dis si je me trompe Camille, dans vos écoles, hein, ceux qui ont déjà quelques années d'études, c'est eux qui faisaient les choses les plus intéressantes, parce qu'en fait, ils dégainaient leur savoir-faire classique, qu'on dirait traditionnel maintenant, et puis d'autres logiciels, hein, ils sortaient du Maya, du Nuke, etc. D'ailleurs, le petit making-of qui est en bas à gauche, là, c'est quelqu'un de chez Mathématiques. Lui, il a voulu, à partir d'images les plus bêtes possibles, faire les images les plus poussées possibles grâce à de l'IA. Donc, il s'est filmé à faire le clown. Et puis il en a tiré des choses, ça dirigeait en quelque sorte un peu de l'IA. Et c'est lui, il a eu le temps de même faire un making-of, faire des images assez sympas, mais parce qu'en fait c'est un pro, voilà. Et puis comme vous voyez dans la photo, on voit Jade et Amandine rigoler. C'est vrai qu'il y a une belle ambiance, et en fait les gens sont ressortis rassurés. Alors déjà parce que les outils sont clairement pas mûrs pour quasiment tout ce qu'un un travail professionnel exige. Donc, ils sont loin de, de bouffer cette partie-là du métier. Le problème, c'est que ça ne les empêche pas d'être des outils qui permettent de générer un flux complètement polluant. Mais bon, c'est presque un autre sujet. Mais pour moi, c'est devenu le gros sujet. C'est la pollution générée par cette baisse de la barrière à l'entrée, quoi. Et puis maintenant, surtout que c'est devenu automatique dans les moteurs de recherche, qui sont devenus des moteurs de réponse. Pour reprendre des termes de certains débats qu'il y a sur le forum. Mais voilà, mais cela dit, les gens sont sortis rassurés en se disant bon bah mon savoir-faire il a de la valeur toujours. Par contre, les gens sont sortis aussi un peu désabusés. J'entendais Camille dans les. Alors j'espère, on est en train de faire un making-of et j'espère que on pourra le diffuser bientôt. Il y a eu des interviews des étudiants, en fait tous les jammers. D'ailleurs, ça allait de je sais pas de 23 ans au double, hein, 46 peut-être, voire même moi parce que j'ai jammé un peu, donc 52. Euh, et en fait, même quand les images sont très belles, les gens se disent mais je m'en sens pas fier quoi. Ça me désapproprie un peu. Enfin certaines parties de la création, c'est pas moi donc bon ça. Ouais, c'est de la désappropriation dont parlait d'ailleurs le lendemain un des intervenants, François Pachet,
C'est un des critères alors qui peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que les pros qui savent faire des belles images, eux, se sont désappropriés quand l'outil les fait à leur place. Et je pense que des gens qui ne savent pas les faire se sentent plutôt empowered. Et en fait, parce qu'ils mettent un peu leurs pattes. Et là, c'est le phénomène inverse qui se crée, sans doute le phénomène d'appropriation, comme dans les fameuses poudres pour faire des gâteaux. Si tu rajoutes un œuf toi-même, tu sens plus que c'est ton gâteau et ça se vend mieux, ces poudres-là. C'est l'effet Ikea dont parlait François Pachet à nouveau. Donc je pense qu'effectivement, pour les gens dont c'est pas le métier, ces outils-là peuvent marcher quelque part, mais pour faire, vous voyez, du contenu en volume et tout. Pour les pros, c'est autre chose. Après, l'équilibre économique de tout ça, c'est une autre question. Donc voilà, et puis on était très surpris, il y a eu des gens qui ont vu, je pense à un autre François comment, de Miam Productions, là, qui est passé le samedi, mais qui n'a pas participé à la jam, et qui a vu les résultats finaux, et qui était stupéfait de la variété des images, et du style, et des histoires racontées. Vous voyez tout en haut de cette image, là, il y a deux mecs sur un sofa, il y avait du deepfake, c'était une sorte de reportage futuristo-cynique assez rigolo. Et donc, il y a des choses très variées. Puis les petits personnages en bas aussi, les peaux le petit cactus avec les yeux. Enfin, ça, c'était aussi très, très différent de ce qu'on voit en ligne des œuvres d'IA classiques. Et je sais qu'il y a des créatifs qui ont vu ça le lundi, qui se sont dit, bah, la prochaine jam, j'y vais parce que ça peut quand même être très fun. Et justement parce qu'ils sont créatifs. Donc, clairement, c'est des nouveaux outils pour eux, quoi. Bah, voilà, pour la jam. Ouais, clair. Pour ajouter, c'est des échanges que j'ai avec des étudiants. En fait, il y a eu peut-être un ou deux projets, on va dire, qui ont fait un peu flop, qui n'ont pas été au bout. C'est des gens qui n'ont pas réussi à passer le cap d'un processus créatif avec IA, qui sont restés dans une logique d'hyper-contrôle que tu as quand tu es artiste. Et il y a eu un peu deux courants, je trouve. Il y a eu ceux qui ont fait du classique IA, au sens qu'ils ont laissé, on va dire, l'outil driver leur manière de faire de la création en le tordant pour aller dans leur direction. Donc, par exemple, on a assez souvent des clips, un peu, un son. Donc, en général, ils ont tout généré. Il y a un morceau de musique un peu métal. La musique, les lyrics ont été générés sur ChatGPT. Le son a été généré ensuite en IA. La musique, tout a été fait comme ça. Et après, il drive, voilà, mais c'est l'aléatoire. Ils rebondissent sur l'aléatoire, voilà, pour générer quelque chose. Et ils sont assez peu à avoir tordu l'IA au point d'essayer de la contrôler. C'est le film des cactus, par exemple, c'est une sorte de mise en abîme de ça. Ils ont vraiment utilisé des biais du logiciel pour contrôler, avoir un maximum de contrôle quand même. Et c'est aussi plus hybride. Il y a du compo, je crois que c'est des éléments, les visuels ont été reprochés sur des maps en 3D, ça a été recadré après dans Maya. Enfin, voilà, il y a une réutilisation un peu plus profonde pour le récupérer. Mais la majorité, c'est normal, sur une première jam, sont partis sur des choses plus conventionnelles de ce qu'on voit dans l'IA, en allant chercher des images que l'IA arrive bien à faire plutôt que lui faire des choses qu'elle n'arrive pas à faire. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à obtenir. Et toute la frustration générée. Et donc, ils se sont plantés parce qu'ils voulaient tellement faire quelque chose qu'ils n'y arrivent pas. Et finalement, à la fin, petit à petit, ils n'ont pas d'image, quoi. Il y a un déchet énorme, hein, d'ailleurs. C'est colossal. Chaque fois qu'on entend parler des créateurs, ils disent il y a quand même beaucoup de déchets. Et même d'ailleurs, les démos Sora, on s'en rend compte hein, quand on entend des cinéastes là, qui ont le droit de tester Sora en vrai, quand ils ont le droit d'en faire un rapport ou qu'ils le font, ils disent bien que s'ils ne dégainent pas leurs outils classiques, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort de construit parce qu'il y a des déchets, trop de déchets. Pour l'instant, mais on sait que ça va vite. Et que de plus en plus, il y a les outils de contrôle sont là, mais bon, voilà. Ouais. Ce qu'a dit Takion, c'est le coût aussi, le coût de l'heure de calcul. Pour l'instant, il est très très élevé au niveau de Sora. Et que si on veut faire du mal aux intelligences artificielles, en fait, il faut les utiliser quand ils sont en early bird ou au graphique. Ça fait exploser leur coût. Ouais, c'est pas faux. Alors, il y a tout le côté juridique aussi. D'ailleurs, Takion, donc, il est à la fois développeur et artiste, mais artiste, il vient par la tech, lui. Puis il est artiste, du coup, il n'a pas du tout à en vivre de son art, donc il a zéro scrupule là-dessus, et ça se sent dans son discours. Il nous disait, en fait, questionné sur le problème des droits, etc., qu'en fait, la techno va plus vite que le droit. Donc, il ne se sentait pas en danger du tout, d'autant que... Alors, il faut savoir qu'il travaille chez Stable Diffusion, quand même, enfin, chez Stability.
et que de toute façon, bientôt, les IA n'auront plus besoin de données réelles pour s'entraîner, etc. Donc, ça sera un vieux problème. Ce qui est marrant, c'est que ça fait miroir avec ce que nous a dit le juriste le lundi. Et oui, donc Cédric nous parle aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Ouais. Donc, ça bouge beaucoup sur les ressources. On commence à faire des choses vraiment sympas avec un gros GPU en local. Tu as envie de taper dans le cloud. Ouais. Mais clairement, oui. C'est vrai que le futur, c'est sans doute du Comfy UI. Le problème, c'est toujours l'éthique qui est derrière. Mais effectivement, maintenant, avec certaines machines en local, c'est sûr que ça va s'optimiser aussi, ça. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est tout ce qui est branché automatiquement dans les moteurs de recherche, des trucs comme ça, parce que là, c'est inévitablement cloud. Voilà. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, il ne répondait pas Tachyon sur une autre partie du droit, du problème du droit, c'est le problème des IP en sortie. Par exemple, nos étudiants avaient fait tout un film avec des hommes végétaux. Donc, ils avaient créé un LoRa, en fait, un modèle dans ce que Scénario appelle un modèle dans son interface. Et je m'étais dit, tiens, si je tape Swamp dedans, et que ça va me générer un bonhomme. Et parmi les propositions qu'il y a eu, à l'image, là, je vous montre celui de gauche, ça a donné ce perso-là j'ai été chercher en fait les images de Swamp Thing, qui est une BD au départ d'Alan Moore et qui est devenue une série télé. Et en fait, c'est quand même très, très, très proche de son design, parce que clairement, il est sans doute dans le dataset quelque part, et sans doute illégalement. Et le problème, c'est quand on ne le sait pas et tout à coup on fait une histoire avec le personnage de gauche, là, parce qu'on reste dans le scénario et qu'on n'a pas la culture pour savoir qu'on est en train d'utiliser une IP, en fait, on s'expose à des problèmes. Et d'ailleurs, certains ont essayé dans Midjourney de taper God of War et d'avoir autre chose que ce personnage-là. Et ben bon courage, il n'y en avait pas. Alors que si tu tapais God of Love, et ce personnage, vous le savez, donc c'est le personnage de God of War, si tu tapes God of Love, de base, ça vous propose déjà 4 trucs complètement différents. Donc clairement, il y a un biais immense dû à une IP surreprésentée dans le dataset. Voilà, et pour la blague, je disais que je plaignais les artistes qui devaient utiliser de l'IA pour faire des films pour l'artisanat en Italie, parce que dès qu'ils vont mettre les mots Italie et plombier dans la même phrase, ça donne des trucs comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le scénario. Et vous voyez le biais énorme du dataset. Donc là, moi, je la reconnais, cette IP, je la reconnais, mais bon, voilà. Vous voyez le problème. Donc, ce que répondait Tachyon ne répondrait qu'à moitié. Mais voilà, mais ça reste comme des outils, en fait, assez fun aussi, il faut bien le dire. Si on rigolait, c'est que même dans les échecs, il y avait des trucs assez rigolos. D'ailleurs, j'espère qu'il y a 2-3 bloopers qui vont pouvoir leaker. Voilà, et puis, ah oui, on est passé à la radio. Alors, je laisse Camille expliquer pourquoi, comment, d'ailleurs. Oui, dans l'ensemble de l'événement, on a essayé de faire un truc, d'ajouter plusieurs acteurs, et il y a une radio qui a aussi une formation pour être podcasteur et animateur radio, qui sont venus avec leurs étudiants et qui ont organisé une série d'interviews qui sont passées en direct sur Radio Lézard, qui est une des plus vieilles radios indé bretonnes. Voilà. Donc on s'est essayé à cet exercice-là. Et dont le fameux Tachyon qui parle. On a eu plein de data. De toute façon, on a eu beaucoup. Voilà, tout a été largement enregistré, si ce n'est surenregistré. On a beaucoup de contenu. C'est plutôt une difficulté de tri pour en sortir des choses. Mais voilà, notre mission, c'était ça. C'est se réunir, débattre, partager des informations et pouvoir faire en sorte que le grand public, que tout le monde puisse avoir accès à ce qu'on génère. C'est un peu la mission du groupe de travail. Peu importe les partis pris qu'on a, on partage le fruit de nos échanges. Tout à fait. On va peut-être prendre quelques questions si vous en avez. Et donc Amandine nous dit qu'effectivement, il y a la petite vidéo que vous avez. Alors Amandine et Lucas ont monté la nuit, après que tout le monde avait bossé et restait pour faire une sorte de making-of. On va la diffuser bientôt. Là, c'est peut-être pas l'endroit. Puis moi, je ne l'ai pas sous la main, j'avoue. Mais ça donne une bonne idée de l'ambiance qu'il y avait, qu'effectivement, c'est à refaire. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Ça, c'est ce que vous voyez là, c'était le déroulé de la journée qui a suivi du lundi. En fait, je n'avais pas prévu, mais je peux me servir de ce document-là pour vous faire un résumé aussi de cette journée, s'il n'y a pas de questions. Il a l'air bien ton document, là. Tout à fait. Ben ouais, non, merci. Bon, en fait, j'ai repris le document qu'on a fait, qui était ça, on le projetait en fond d'écran pendant la journée. Vous allez voir, j'ai mis dessus des petites bulles qui résument ce que moi j'ai compris de ce que disent les gens. Donc, je vais citer, et je vais éviter de le faire Cédric Lejeune, mais j'ai piqué même des phrases de son document. Je vais le laisser parler peut-être à sa place.
Et du coup, on passe là-dessus. Bah voilà, donc dans la journée, il y a eu la journée du lundi, donc c'est une journée de séminaire, comme diraient les scientifiques, de keynote et de conférences. Le matin, c'était plutôt. Alors moi, j'ai fait une introduction, bah, comme vous le savez, que je fais souvent l'état de l'art en cours, les dernières news. À 10h30, il y a eu 2 sessions qui sont suivies de chercheurs, en fait, dont une en 3D. Ben voilà, je vais peut-être avancer. Donc, c'était eux. Gul Varol, chercheuse, enseignante chercheuse à École des Ponts, qui travaille sur la 3D, génération de mouvements par le texte. Voilà, donc elle a montré comment elle travaillait, quels étaient ses problèmes. Clairement, ce que ça mettait en évidence, et ce que me confirmait d'ailleurs Marc derrière, c'est que les chercheurs, ils sont un peu sur des rails, eux-mêmes, ils bossent sur la suite des travaux des précédents, et pour comparer leurs travaux, parce que c'est important, ils travaillent sur les mêmes bases de données ou jeux de données, et qui sont pas forcément qualitatifs. Donc elle travaille sur le mouvement, et vous avez vu les jeux de données qu'elle montrait, c'est des mouvements dans lesquels les pieds glissent au sol, des mouvements humanoïdes assez horribles, et en fait ils bossent là-dessus, et donc le résultat il n'est pas terrible, et surtout il est inapplicable, ça ne fait pas rêver les graphistes, quoi. Et elle en a bien conscience, et elle disait elle-même, et c'est pas la seule à le dire, il y en a beaucoup que j'entends des graphistes, enfin des scientifiques, qu'il va falloir qu'ils se rapprochent vraiment des gens qui pratiquent l'art, parce que là ils sont au bord de faire des outils en fait, c'est plus de la recherche, elle est quasiment plus fondamentale, c'est quasiment des outils. Donc, il faut qu'ils se rapprochent des gens qui utilisent les outils pour savoir s'ils ne travaillent pas dans le vide. Parce qu'on a quand même beaucoup d'IA. Ce qu'on voyait, c'est des solutions qui cherchent des problèmes après coup, quoi. Ils ont pour des algorithmes, et après, on fait quoi? Voilà. Et puis, bien sûr, la grosse problématique sur le mouvement, mais aussi sur, je sais pas, la couleur, la réalisation, le son, c'est la sémantique. Comment on décrit des mots, comment on décrit un mouvement ou des mouvements, etc. Ça, il y a un énorme travail, et elle travaille beaucoup dessus. Puis, on a eu après la présentation haute en couleur, alors, qui a été diffusée et rediffusée sur LinkedIn, etc. Je vous engage vraiment à la regarder, celle de François Pachet, parce qu'il ne mâche pas ses mots, il est assez captivant. Et c'est drôle parce qu'en fait, il n'a pas tant parlé de la recherche dans le son, il a parlé des leçons qu'on en tirait par rapport aux promesses que font les vendeurs de solutions. En l'occurrence, que les vendeurs promettent qu'on puisqu'on, si tu dois résumer, c'est puisqu'on peut capter le style. Maintenant, avec plein d'IA, on capte le style, donc on peut capter le succès, puisque certains styles ont eu du succès. Et lui qui travaille sur le son, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est musique, il y a beaucoup ils ont de l'avance, en fait, ils ont 10 ans d'avance en IA générative. On fait maintenant, d'ailleurs, on en a utilisé beaucoup, des Udio, des Suno, mais il y a Adorno aussi, une boîte française qui fait du sound design. En fait, ils ont même analysé ce que c'est que la qualité d'un morceau, ce que c'est que le succès d'un morceau par rapport à sa qualité, etc. Donc, on a la data, comme il dit. Et en fait, le succès ne dépend pas de la qualité des morceaux à partir du moment où des gens se parlent entre eux. Et c'est notre cas dans nos sociétés. Il y a ce qu'il appelle la pression sociale. Elle est énorme et ça rend le succès complètement chaotique. Si on relance les dés, tout à coup, c'est plus Taylor Swift. Hein, si on revient 10 ans en arrière, qu'on relance les dés, qu'on joue, qu'on change 2-3 petits paramètres de connexion des gens entre eux, c'est pas Taylor Swift qui sera multimilliardaire. C'est quelqu'un d'autre. Complètement quelqu'un d'autre. Et pour des raisons complètement différentes. Alors que si les gens ne se parlent pas, en fait, les gens vont se mettre à aimer les mêmes choses qui vont être liées à la qualité des œuvres. Mais dès qu'on se parle, c'est différent. Il y a d'autres trucs en jeu. Donc c'est intéressant. Et puis voilà, il parlait d'autres choses, entre autres le profil de Skip, mais je vous renverrai à son truc, je ne vais pas vous la refaire. Et puis le phénomène d'appropriation dont je parlais, l'effet Ikea, là, qui est que quand on met la main à la pâte, soi-même un truc quasiment automatisé, on se l'approprie un peu. Sauf quand on est ultra pro et que c'est pas assez, on n'a pas assez de contrôle. Là, pour le coup, on se sent dépossédé. Et puis sur le profil de Skip, c'est intéressant parce qu'il montre en musique, c'est très clair, ce qui fait le succès ce qui permet le succès, c'est en fait c'est ce qui donne du goût, c'est-à-dire c'est des particularités, des ruptures, des choses qui changent, etc. Et c'est ça qui risque aussi de faire l'insuccès. Dès qu'il y a un truc qui change dans un morceau, c'est là qu'on risque de le quitter. Ouais, donc voilà, en fait dès qu'on fait quelque chose qui a du goût, ça risque de déplaire. Quelque part c'est normal, mais il faut le savoir. Ça rassure quelque part. Après, il y a une keynote juridique donc Marc-Olivier Deblanc, avocat spécialisé. Alors lui, il a un gros parcours dans la musique aussi. C'était bien que la musique soit autant représentée le matin, parce qu'on la voit pas souvent. Voilà, et donc il disait les mêmes choses Alors lui, il disait la phrase « Les voleurs courent plus vite que les juges ». C'était intéressant, parce que c'est quasiment la phrase de Taquion la veille, sauf que lui, il dit « voleur ».
que l'on ne dit pas. Il dit nous courons plus vite que les avocats. Donc c'est intéressant, je trouve. Et puis que comme on dit d'autres gens, ça c'est pareil, c'est un truc qui ressort. Il y a un schisme, il y a une construction en ce moment d'outils pour gérer, d'une industrie de fabrication de contenu, on va appeler ça, au kilomètre. Et à côté, il y a l'industrie de la création d'œuvres qui ont des auteurs, qui ont peut-être des droits différents de tout ce qui va être contenu. Pour lui, et c'est pas le seul avocat que j'entends dire ça, c'est qu'il va peut-être falloir construire 2 droits différents. Tout comme 2 processus de rémunération différents, etc. Et puis, il rappelait, en pur juriste, qu'il n'y a que 2 manières dont on peut poursuivre des gens qui jouent avec le droit, on va dire. C'est sur la contrefaçon, c'est-à-dire reproduire sans autorisation. Donc ça peut attaquer, d'ailleurs, c'est ce qui se joue en ce moment. Enfin, je ne vais pas faire une keynote à mon tour, mais c'est ce qui se joue aux États-Unis. Là, les procès autour de Stability, tout ça continue. Un juge vient de déclarer qu'il était en mode divulgation. C'est-à-dire qu'ils acceptent les plaintes, il oblige les Stability, Midjourney et DeviantArt, il me semble, à divulguer comment ils sont entraînés. Donc là, c'est pour voir s'ils ont reproduit sans autorisation des choses. C'est là que ça se joue. Et puis sur le parasitisme, alors c'est le côté artiste, AI artiste. Si on reprend le style de quelqu'un, c'est vrai que le style n'est pas déposable, mais si on le reprend pour le concurrencer de manière déloyale, alors on peut avoir des problèmes. Il faut le savoir. Et puis il rappelait que c'est pas parce qu'une donnée est disponible qu'elle est à disposition. Et ça, c'est un rappel aux gens qui entrent des données. Et puis après, on a vu Jade, ici présente, et Jean-Michel qui nous ont fait le retour de la jam, comme on vient de le faire. Et après, ça enchaînait, effectivement, comme tu disais, il y a eu Marie Gérard qui avait fait une masterclass le week-end. David Chadwick, alors eux viennent du jeu vidéo, et enfin, du monde du jeu vidéo, fabrication de logiciels d'un côté et studio de fabrication de jeux, pour le coup, jeux mobiles. Donc, jeux mobiles, c'est tout de suite ultra compétitif, en compétition avec des Chinois, donc ils sont dans un milieu très dur. Donc et puis, c'est des auteurs agiles, hein. Ils ne sont pas représentatifs de toute l'industrie du jeu vidéo, mais en gros, ils utilisent de l'IA générative. Et puis, de l'autre côté, Benoît Maujean et Stéphane Donikian, Golem et Technicolor Group. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus prudent, au point qu'il ne pouvait pas montrer de choses. Et que même Benoît Maujean a dit moi, je parle comme mon nom, je ne peux pas parler au nom de Technicolor. C'est trop politique, c'est trop touchy. Donc, c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, là. Mais Marie Gérard disait que, oui, il y avait des craintes juridiques, qu'ils essayaient à travers scénario, mais scénario est basé sur Stable Diffusion, comme tant d'outils, d'essayer de donner du contrôle aux artistes. Et c'est vrai qu'on l'a utilisé, Jade l'a utilisé, scénario, et c'est plus facile à prendre en main qu'un Comfy UI, déjà même installé, il n'y a rien à installer. Et qu'ils sont poussés de toute façon par un marché international dans le jeu vidéo très risqué. Et voilà, Benoît, voilà, il pouvait parler qu'en son nom, que lui, il travaillait beaucoup sur la sémantique, un énorme problème de sémantique, on la retrouve. Et que Stéphane Donikian, ils font beaucoup de choses chez Golem, je vous renverrai leur site et à la vidéo, mais ils ne pouvaient rien montrer parce que leur truc, c'est de bosser sur les propriétés privées de leurs clients. Et donc, ils ne peuvent pas les montrer. Donc, quelque part, c'est rassurant, ça reste, on va dire, avec les bonnes pratiques du cinéma, quoi. Et puis après, peut-être Camille, tu peux peut-être résumer, mais je te mets ce qu'on dit chacun. C'est sur la formation. Tiens, alors je vais la lire en même temps. Mais en gros, voilà, chacun disait on doit répondre à l'angoisse, hein, pour les écoles. C'est pour répondre à l'angoisse, à part des RISA qui disaient nous, les ingénieurs, ça reste des ingénieurs, hein, on les forme comme d'hab. Ouais, clairement, en plus, l'université, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur l'intelligence artificielle, mais sur d'autres aspects. Nous, ça c'est nouveau, on va dire que ça se médiatise fortement dans l'industrie culturelle et créative, mais ils traitent ce sujet-là depuis, elle m'a dit quasiment 15 ans, en fait, qu'ils ont des parcours autour de l'intelligence artificielle. Ça s'est considérablement accéléré. Mais voilà, le sujet qui revient beaucoup, c'est il y a vraiment forcément une angoisse parmi nos étudiants. Et aussi l'angoisse pédagogique de comment on traite, comment on construit des parcours pédagogiques un peu sous pression. Il y en a qui font l'opportunisme, hein, on le voit aussi, et la pression du besoin, l'industrie, de faire quelque chose qui aille dans le bon sens aussi, parce que en jouant avec les potentiels rejets des étudiants. Je sais que Stéphane m'avait parlé d'interaction avec des étudiants de l'école Méliès, ce pas du tout les mêmes que ceux qu'il a, et en fait, il y en a où ils ne viennent pas au cours parce qu'ils ont une forme d'opposition, par exemple, en fonction de comment le cours va être présenté et de quel angle il est pris. Donc, c'est un sujet
vraiment complexe à aborder en école. Surtout que toute l'ingénierie pédagogique, parce que créer un parcours, un contenu pédagogique, ça prend du temps. Et on se dit que contrairement à une mise à jour majeure de Maya ou même d'un outil comme Houdini, on a un peu de temps pour en profiter. Là, tout ce qu'on est en train de raconter, ça se trouve, c'est peut-être dans 2 mois, et voire dans 1 mois. Donc, pour une école, c'est un enjeu assez compliqué de l'aborder, quoi. Je sais que pour Simon ou Stéphane, c'est un autre sujet, quoi. Comment on construit des parcours? Il y a des demandes, mais qui on fait intervenir? Qui est expert de quelque chose d'aussi nouveau? C'est un sujet de formation assez compliqué. Ouais, c'est clair, quand on voit chez vous, l'expert, et c'est un des experts français, on pourrait dire, Jean-Michel, c'est juste parce qu'il a passé quelques semaines. C'est rien du tout, quoi. Et on a tous vu, je pense aussi sur LinkedIn, l'explosion des consultants et des offres. On en a des pubs sur YouTube de gens qui nous expliquent comment. La dernière que j'ai vue qui m'a fait rire, c'est quelqu'un qui expliquait que sans aucune compétence d'écriture, on peut devenir riche en écrivant des livres et en les mettant par l'IA et en les mettant sur Amazon, quoi. Oui, oui. Il y a des sortes enfin, je ne sais pas si c'est des vraies ou des fausses annonces, mais il y a tout un marché très mass market aussi ça qu'on n'a pas forcément parlé, mais Alvaro nous a indiqué, lui, quand il développe son entreprise, on sent que les financeurs encouragent beaucoup les outils à destination du grand public. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça que pour l'instant, je pense, on a des outils un peu plus déceptifs dans notre secteur, parce qu'on n'est pas un marché très intéressant par rapport au coût que ça a l'air de représenter de faire de l'intelligence artificielle. Oui, c'est sûr, sans doute. Ouais, mais du coup, ça participe à l'enshittification d'Internet, parce que ça crée des flots de produits. Ça touche même les papiers scientifiques, etc. Ils sont débordés, les journaux scientifiques, ils sont débordés de papiers qui ont été écrits par GPT-4, par des chercheurs qui sont pas forcément du domaine, mais écoute, ils peuvent le faire, donc ils le font. Et c'est terrible, c'est ce qu'on appelle la tyrannie des communs. C'est-à-dire que c'est une ressource commune, l'information maintenant, qui est exploitée avec des incentives très forts. Et puis il y a l'AFDAS aussi qui disait qu'en formation continue, ils avaient plein de demandes. Alors, je crois que c'était en Occitanie, ils ont fait un rapport, une recherche en Occitanie, mais c'est beaucoup de gens, c'est les formations de base, des gens qui se questionnent de base et qui veulent apprendre ce que c'est que ChatGPT et Midjourney. 44% des demandes. Ouais, ce qu'elle a aussi, elle avait indiqué, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est les milieux professionnels. Ça change quand, notamment dans notre industrie à nous, la demande est plus faible, par exemple, que dans le marketing et la com. Il y a des secteurs qui sont déjà plus décomplexés et qui sont plus en action sur les demandes, alors que notre secteur, on va avoir plus de levée de boucliers, justement. Tu l'as dit pas mal, je pense que dans la com et le marketing, ça donne du pouvoir de création à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens et les compétences artistiques et plastiques de créer, alors que dans notre métier, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt avec des gens on a une population qui n'a pas forcément envie de ces outils, qui aime faire et qui n'a pas envie d'automatiser ou de remplacer certaines tâches, de perdre certaines tâches, parce qu'on y prend du plaisir et on a fait ce métier pour ça, quoi. Donc, c'est assez différent. Ouais, fabrication de contenu à nouveau. Voilà, tiens, on parle de Jean-Michel et il arrive. Et puis, toi-même, c'est Creative Seed participe en faisant Creative Machine, les rencontres. Et ça répond, c'est une manière de répondre à l'angoisse aussi, c'est d'acculturer. C'était une demande du CNC d'ailleurs. Il y a un gros besoin d'acculturation. Voilà. Après, il y a eu Cédric Lejeune qui a parlé, entre autres, c'était la dernière session un peu de prise de recul sur les grands défis qu'il y a tout autour de tout ça. Alors j'ai commencé par la fin, c'est Gwenaëlle Rowe. Alors c'est marrant parce que j'ai parlé avec d'autres sociologues qui la connaissent, qui me l'avaient recommandé en fait. Enfin, parmi la suite de recommandations, il y en avait d'autres. Et je leur avais dit, mais elle a tendance à crier dans le micro, madame. Et sur le moment, parce qu'elle a parlé en fait comme à Sciences Po. Vu ce qui se passe à Sciences Po en ce moment, ça m'a fait marrer après coup. On sent que les gens aiment bien crier dans les amphithéâtres. Et effectivement, il nous disait, ça arrive très souvent qu'en sociologie, on fasse des conférences sans micro. Donc, l'habitude, c'est devenu un réflexe. Donc, c'était assez compliqué à écouter. Sur le moment, il y en a qui la regardent avec des grands yeux, parce qu'elle parlait fort, alors qu'elle est une petite dame. Et je lui avais laissé la conclusion finale. Mais en fait, en la réécoutant en vidéo, ça a été capté, vous pouvez la réécouter. C'est sur notre chaîne YouTube. C'est quand même assez intéressant après coup. C'était plus intéressant que moi, tel que je l'ai vécu sur le moment. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de gens qui
qui ne s'y connaissent pas forcément techniquement. Moi, on me l'a dit juste au sortir de la journée, des gens qui sont pas vraiment graphistes ou autres, qui n'avaient pas trop suivi ce sujet-là de près, l'ont trouvé très intéressante parce qu'elle résumait avec des mots assez communs, des mots du grand public, elle résumait un peu l'ambiance globale. Et en plus, elle a rajouté des notions de sociologie derrière. Alors que les gens plus chevronnés, je sais que Jean-Michel, par exemple, qui maîtrise tout l'horizon du sujet, je disais, bon, elle n'a pas à nous apprendre notre métier non plus, enfin, c'était plus bateau, mais en fait, elle a quand même dit des choses intéressantes, entre autres, qu'en sociologie, tout ce qu'on revit avec l'IA, c'est la continuation de tout ce qui est automation, en fait, sociologues disent automation, et entre autres, il y a une grille de lecture de l'automation créée par Alain Touraine, qui était un de ses mentors, qui soulignait, après étude, parce que lui a travaillé dans les usines, en fait, disait que si on peut automatiser, c'est qu'il y a eu captation de régularité, en fait. Voilà, donc ça a été simplifié, et c'est vrai que les IA savent faire ça, des régularités, mais qu'en fait, ça crée aussi des métiers à côté qui surveillent la machine, parce que la machine est faillible, il faut la surveiller, il faut la contrôler. Tout le problème, c'est une sorte de mise à la marge, mais c'est pas forcément une marginalisation, là, c'est là que ça se joue, il faut le maîtriser. Et qu'en plus, on a une particularité dans notre partie de l'industrie qui ne c'est pas celle du contenu, hein. Notre partie de l'industrie qui est celle de faire des films, des séries, c'est de faire jamais comme avant, de faire des œuvres. Et en fait, on a une industrie, moi j'ai des collègues qui disent qu'on a une industrie de prototypes, quoi. C'est des protos qui partent en prod, et même pour les outils d'ailleurs qu'on fait, c'est des prototypes. Et qu'en fait, ça se marie assez peu avec des trucs ultra automatisés. On a besoin de contrôle, on a besoin de tweaker, de tordre le truc. D'où la frustration avec ces outils-là. Et puis alors elle découvrait ça parce qu'il rappelait dans les écoles, dans la session d'avant, que on continue à former aux beaux-arts, on continue à former à l'architecture, à la réalisation, à la composition, en théorie des couleurs, etc. Et ça restait de toute façon des compétences centrales, et elle était ravie d'entendre ça, que les écoles tombaient pas dans le panneau de tout mettre leur bille, parce qu'elle découvrait ce milieu-là. Nous, on savait que c'était le cas. Anouk Deyé, après, avant elle d'ailleurs, Anouk Deyé a pris la parole. Donc elle, CNC, chef du service des industries techniques. Toutes les aides, hein, les anciens CIT, les aides aux moyens techniques, etc., ça passe par son bureau. Et elle est dans les commissions. Et elle revenait d'un voyage d'études aux États-Unis. Pour d'autres choses, mais bien sûr, ça tournait beaucoup autour des IA. Elle a rencontré des gens d'OpenAI, et elle disait exactement ce que tu disais, Camille, c'est que ces outils-là, ils sont faits pour le grand public, ils sont faits pour toucher c'est du B2C, c'est pas du B2B, c'est pas fait pour des professionnels. Ils veulent bouleverser les marchés en faisant en sorte que n'importe qui devienne un pro dans plein de domaines, en fait. Tu vois, et donc ça la questionne, parce qu'elle est en cherche d'un service qui aide les entreprises, et elle voit que tout à coup, on donne aux citoyens le pouvoir d'une entreprise. Enfin, du moins, c'est ce qui est vendu. Après, François Pachet dit non, mais c'est vendu, mais c'est un mensonge. Mais voilà, mais comme le juriste elle disait, vraiment, il y a tout à coup, il y a deux fleuves de création qui viennent, celui du contenu, celui des œuvres, et il va falloir s'organiser autour. Voilà. Et puis Cédric Lejeune, je vais peut-être laisser la parole si tu as un micro, mais j'ai repris deux, trois. J'ai résumé en une slide, quelques slides avec les problématiques. Ouais, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'aurait dit Cédric Lejeune, un truc pareil, mais il m'a pas répondu. En pratique, oui, on a plein de sujets là-dessus. Sur les aspects environnementaux, ça bouge pas mal, mais le sujet de fond, c'est le même que celui du cloud, hein, c'est la transparence. Donc après, il y a quand même énormément de sujets par rapport à l'optimisation, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'essentiel de tout ça, comme la webry en général, mais malheureusement, ça tourne sur des langages qui sont pas optimisés du tout en termes de run. Donc beaucoup de Python, de trucs comme ça, qui ont une efficacité assez dramatique parce que c'est interprété. Donc il y a des opportunités d'amélioration. Et on en voit déjà quand on est passé sur les SDXL Turbo et trucs comme ça, on a vu quand même de très très gros gains. Mais à la fin, c'est quand même des choses énormes. Puis surtout, il y a ce que tu disais tout à l'heure, Quentin, l'effet rebond qui est monstrueux, avec plein de gens qui avant n'auraient jamais touché à ce genre de truc, qui s'y mettent parce que c'est gratos, parce que c'est rigolo, qui produisent pas forcément des trucs, mais rien que le buzz des gens qui essayent de faire des trucs et qui disent je fais des trucs, ça génère déjà une pollution qui est énorme juste parce que j'ai essayé, je veux montrer à mes copains que je suis capable de faire n'importe quoi. Donc cet aspect-là est assez inquiétant. Mais bon, faut accepter aussi que
comme à l'époque de la caméra DV, tout le monde a commencé à faire des images, et ceux qui avaient des caméras de cinéma étaient outrés. Bon, voilà, c'est les changements, quoi. C'est pas faux. C'est vrai, ça ressemble beaucoup à l'arrivée du numérique, hein, effectivement. Oui, bah, on est assez vieux pour, enfin, ceux qui sont vieux parmi nous, savent ce que ça fait. Mais oui, complètement. Ouais. Après, il ne faut pas oublier non plus, moi je suis arrivé juste au moment où il commençait à avoir des interfaces graphiques pour les logiciels de. Je suis suffisamment vieux, moi, mes premiers trucs de 3D, je les ai fait en ligne de commande. À l'époque, à la fac, on faisait encore du pauvret en ligne de commande à côté du 3ds Max. Et que les gens se disaient, oh là là, mais tout le monde. C'est 3D Studio, non? C'était 3D Studio, effectivement. Ouais. C'était Maya 1.0. Ah, voilà, bon, voilà. On est reparti dans les, les trucs, les souvenirs de vieux. Bon, voilà, en gros, en conclusion, on l'a déjà dit, bah, il y a de ces journées-là, il y a beaucoup de livrables qui vont sortir, qui sont sortis. Entre autres, il y a des super tutoriels. Il y a tout un Notion, un serveur Notion, avec plein de tutoriels. Soit il y a une curation de tutoriels en ligne par Sébastien et Jean-Michel, surtout beaucoup. Peut-être Alvaro. Peut-être Sébastien ou Jean-Michel peut en dire un mot. Et puis Jean-Michel en a fait des nouveaux. Ce qui est assez marrant, c'est que dernièrement, vous avez vu, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est dans les gens qui nous suivent, mais Edouard Cisternas là, a aussi fait d'autres tutos en français sur Stable Diffusion. Et donc, en voyant ça, il ne connaissait pas Creative Machine, donc je l'ai invité, il est très content d'être venu, donc ça a fait plein de choses. On pourra peut-être le mettre dans le Notion. Et puis, bah, voilà, webinaire, et puis toutes les vidéos qui sortent sur YouTube, il y en aura de plus en plus, des masterclass bientôt, toutes les captations de ce qui s'est passé, et puis on espère, il y aura un petit making-of avec qui montre les films, micro making-of avec les films de la Jam, et il y aura peut-être une sorte de documentaire sur cette semaine, enfin ce week-end de Jam. Puis voilà, pour la suite, je pense que pour la prochaine journée, déjà il y en aura une autre. Ça a été plutôt plébiscité, les gens étaient plutôt très contents. Je sais pas ce que ça donnera. J'ai cru comprendre que Camille Campion va en parler au MIFA, c'est ça? Voilà, il est invité. Ouais, je n'ai pas encore eu la liste de questions et l'orientation exacte de la conférence, mais il y a une conférence IA. Je crois qu'il y en a une. Ouais. Je vais regarder un peu le programme. Le mercredi 14h15. Grande salle de l'Europe, hein, c'est ça, de MIFA. Moi, j'ai préservé ma place. Tu peux déjà préserver ta place, toi. Enfin, non, je l'ai liké pour qu'elle soit. Je crois que ça sera. C'est pas une résa, hein, ça sera le premier arrivé, premier servi. Ouais. Il y aura la queue, je suis sûr. C'est un gros sujet quand même. Donc en anglais, on va faire que tu travailles ton discours en anglais. Ouais. Et puis voilà, on verra. Il y avait tous les gens du Radiraf qui étaient présents, enfin tous les services éditoriaux du Radiraf, Valérie, Stéphane et compagnie. Donc je pense qu'on va en entendre parler à nouveau à Angoulême en novembre. On donnera on fera un petit retour. Et puis je pense que nous, il faudra qu'on invite des économistes aussi. Parce que là, on se dit, c'est quoi le modèle économique? Les modèles économiques, il y en a plusieurs. Continuez à parler juridique. Voilà, si vous avez des idées, des sujets que vous auriez aimé voir traités, ou des gens que vous aimeriez voir parler, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre. Mais clairement, de point de vue science, il y a des sujets sur la sémantique, il y en aura plein. Comment on décrit un mouvement, comment on décrit de la réalisation, etc. Et visiblement, et rapprocher les artistes des scientifiques, c'est un peu ce qu'on fait quand même avec ce genre de journée. Je sais qu'il y a des aides qui arrivent, le genre un PEPR, ICAR. C'est des aides pour la création d'événements scientifiques ou artistiques. Donc, typiquement des jams, je pense quitte à les nommer différemment, parce que si la jam ça leur fait peur, nommer ça différemment, atelier, workshop. On va voir si on peut pas se faire financer des choses comme ça, mais ça, Camille en parlera. Puis voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que la rencontre s'est terminée avec une question de Jean-Jacques Launy, toujours actif, qui a demandé à l'Assemblée que voulons-nous nous-mêmes faire de ces outils? Et voilà, ça sera le thème peut-être de la prochaine session, parce que bon, c'est une question un peu trop large pour y répondre dans la dernière minute. Et voilà pour mon petit résumé. Puis à nouveau, je vous partage
le QR code pour se connecter au groupe dans lequel vous êtes déjà. Voilà. Bon, moi, il y a des questions des gens qui n'étaient pas là. Donc, on n'est pas hyper nombreux. Ouais, on n'est pas très nombreux. On est pas mal à avoir déjà. Déjà assisté à l'événement. Un webinaire, ça sert toujours à être diffusé. C'est pour ça qu'on les enregistre. C'est bien d'avoir fait un récap du global. Est-ce que voilà, ceux qui sont parmi nous ont des questions? Allez-y. Ouais, par exemple, Seb ou Jean-Michel sur la... Merci Tristan. Ouais. Sur la curation que vous avez fait des œuvres, choses comme ça, comment... Des tutos. Les tutos. C'est surtout Seb qui a fait une curation sur les tutos. Moi, j'avais préparé des tutos sur Config.ui juste pour vulgariser un petit peu un point de démarrage avec des grands concepts. C'est quoi la diffusion, c'est quoi les contrôles nets, c'est quoi, voilà, c'est IP adapter, des choses comme ça. C'est juste pour sur Config.ui avoir un moyen en fait de comprendre un petit peu les grands concepts de l'IA, parce que du coup, elles sont représentées par des nodes à chaque fois et des actions dans le graphe. Hein. Je trouve ça intéressant. Et puis après, Seb, lui, il a plus trouvé pas mal de tutos plus larges sur plus de sujets différents, je pense, que ce que j'ai pu faire moi juste en. Ouais, l'idée c'était de pouvoir un peu de tous les outils dont on avait parlé avant la jam, d'essayer de trouver les tutoriaux les plus récents. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a qui sont assez vieux déjà, mais les plus pertinents ou les plus regardés ou les plus efficaces. Alors certains, moi que j'avais fait moi-même. Après, il y en a beaucoup, donc il y a des choses qui doivent être à updater, mais ouais, il y a un matériel sur YouTube. Bon, j'utilise que YouTube qui est juste déjà gigantesque. Et j'avais aussi rajouté des films. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir, je sais pas si ça a été regardé ou pas, mais tous ces films qu'on voit débarquer alors qui se ressemblent tous, qui sont tous SF, tout ça, mais voir un peu, en mettre certains là, dans ces ressources-là pour la Jam 2024 et peut-être en 2025 en mettre de nouveaux, qui est plus récent, pour voir un peu l'évolution. Moi, l'idée que j'aimerais bien, c'est qu'il y a un onglet Jam 2024. Ce serait d'avoir en 2025, 2026, etc., et d'avoir des updates finalement de tutoriaux et de films pour avoir un peu l'histoire, comment l'histoire a évolué, comment la qualité ou le mouvement, justement, tu parlais de mouvement, Quentin, a évolue chaque année après année. Je trouve ça intéressant de voir ça, quoi. Voilà, donc j'avais fait ça. Et après, c'était aussi, j'ai pas testé tous les outils, mais c'était aussi d'essayer de donner un accès rapide à des tutoriaux de qualité sur des outils, les plus gros outils, disons ceux dont on entend parler beaucoup comme Créa, Magnifique, Kyber et compagnie, quoi. Voilà. Ok, top, merci. Ouais, c'est une super idée de voir l'évolution. Ça fera un webinaire en soi ou un podcast ou je ne sais quoi. Tout à fait. Après, c'est marrant, tiens, je rebondis juste sur un truc. C'est que, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé EBSynth lors de la jam ou pas? Pas mal. Il me semble que j'ai vu dans les retours qu'il y a quelqu'un qui l'avait noté. Ouais. Il a été évoqué pendant la jam par Takion. Ouais, pas spécialement utilisé. Ah oui, il y a Florian. Il y a quelqu'un qui a mis. Ouais, c'est Florian. Ah oui, c'est vrai. Ok, parce que j'avais mis des tutoriaux, mais en fait, ça date c'est la préhistoire, hein, ça date, je crois que ça a plus d'1 an, quoi. Ça n'a pas changé de toute façon. Non, ça n'a pas changé, mais je me demande, c'est quand même une techno qui était finalement très avancée à l'époque où c'est sorti. Et je trouve ça intéressant, j'aurais aimé voir un peu même si ça n'a pas bougé, ce qu'on faisait à l'heure actuelle, parce que les démos techniques de l'époque étaient quand même assez impressionnantes, même si ça bougeait pas beaucoup. Mais je trouve que c'est encore à l'heure actuelle, je trouve un transfert une méthode qui permet de faire du transfert de style de la préhistoire, mais qui marche encore pas mal. Je trouve ça j'aurais aimé voir des films avec ça. Ouais, on a fait des plans. Alors et là, c'est le groupe Aïe 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 qui a eu, qui portait très bien son nom, parce que Florian s'est fait très mal le premier jour. On n'en a pas parlé, mais il y a eu des petits des rebondissements et des chutes. Il y a eu un petit accident, il y a eu un passage à l'hôpital, sous le regard effrayé de Jade. Appelé le pompier. Bref, l'hôpital qui était à 200 mètres, donc c'est bien. On était servi. On voulait tester le quartier. Bon, voilà. Et puis après, son équipe elle-même à Florian, ils sont partis beaucoup au festival. Profiter, parce que c'est en plein festival, on ne le dit pas, mais plein festival du film. Donc il se passe plein de trucs. Du coup, c'est assez chouette parce qu'il y a des événements aussi dans l'école. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait des concerts. Ouais.
D'ailleurs, il y a des gens d'en bas qui étaient remontés pour dire il y a une jam ici. C'était de Zikos qui cherchait où était la jam. Hein. Parce que du coup, ils voulaient faire une jam de Zik. Quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait en bas, vous aviez le bureau pour la jam, c'est le premier étage. Et des musiciens étaient venus, attirés par la musique pour jammer. Musique. Bon, c'était drôle. Et ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas au bon endroit quand ils ont vu tous les gens sur l'ordinateur qui hochaient même pas de la tête en rythme. Mais bon, c'était drôle. Mais c'est une idée à creuser pour la prochaine fois. Hein, de la composition boostée à l'IA. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc ce groupe-là, de Florian, il s'est retrouvé un peu tout seul à un moment. Moi, je l'ai aidé sur le dernier jour, le dimanche. On a fait des bouts de scan, on a fait du mixamo, tout ça, de la vieille, on a sorti les vieilles IA pour essayer justement exactement ce qu'a dit Camille, essayer de contrôler ce qu'on faisait, riguer des choses, faire bouger comme on voulait. Mais en fait, finalement, les images les plus intéressantes, c'était pure IA avec un peu de Absinthe et puis, je sais plus, du Kyber et un peu tout. Et on a testé un peu plein de mélanges. C'est ça la conclusion un peu de week-end, c'est plus tu essayes de contrôler ton image, moins ça marche. C'est ça, faut surfer, faut être prêt à surfer. Et voilà, tambourin, très bien, Cédric, tambourin électronique, s'il te plaît. Non, on peut faire plein de choses. Et puis, voilà, ouais, en tout cas, c'était chouette, on a envie d'y retourner. Et je rebondis juste sur un truc, Quentin, sur ce que tu viens de dire sur la musique. C'est vrai que moi, par exemple, je suis centré sur l'image. Je fais que de l'image, parce que c'est notre métier. Et que du coup, dès que j'ai envie de tester des trucs de musique, j'y passe 1 heure et puis j'arrête parce que pas le temps, quoi, tu vois. Enfin voilà. Mais d'avoir peut-être des événements ou des demi-journées, je sais pas comment, au cours d'une jam de 2 ou 3 jours, j'en sais rien, sur la musique avec des gens qui pratiquent les outils permettant de faire de la musique au sens pratiquer comme moi je pratique l'image, quoi. Ça serait intéressant et je participerais volontiers à cette jam-là justement pour ajouter un peu ce truc-là. Hein? Sinon, tu viens pas? Sinon, je viens pas. Ok. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. C'est vrai, là, je n'étais pas content, je suis pas venu. Mais ouais, tout à fait, on pourrait avoir une masterclass de gens, parce qu'il y a des outils même de. Après, si tu veux vraiment maîtriser, il faut être producteur, quoi, musical. Oui, bien sûr, mais je parle de tu sais, cette étape-là où quand tu vas dans un nouveau soft, avant de te sentir pas trop mal à l'aise, tu as un seuil qui peut être de plusieurs heures à plusieurs jours, tu vois ce que je veux dire, selon la courbe d'apprentissage du soft. Et là, dépasser ce seuil, ne serait-ce qu'une masterclass d'une demi-journée, ça peut le faire, quoi. D'ailleurs, JM, j'ai regardé tes tutoriaux parce que je me suis mis à Confi, je l'avais jamais fait encore jusqu'à maintenant. Et j'ai dépassé ce seuil grâce à Jean-Michel. Je voulais le remercier pour ça. Ouais, c'est super bien. Autant que ça ait servi. Ouais, non, ils sont super bien faits. Ouais, après une demi-journée de masterclass, c'est beaucoup. Hein. Oui, je dis demi-journée, mais une masterclass, quelle qu'elle soit. Ouais. Non, mais ça peut être intéressant qu'il y a dans les profils. Après, c'est voilà, Creative Machine, c'est au bénévolat et au contact qu'on trouve. Mais c'est vrai, quelqu'un qui vient du son pourrait s'interroger. Parce qu'il y a des outils assez dingues là, de reprise de voix, etc., qui ont l'air très faciles à prendre en main, mais dans des softs qu'on ne connaît pas bien. Ouais. Intéressant, ouais. En tout cas. Et en plus, si je ne me trompe, dans les locaux, vous avez un studio son. Enfin, il y a des ingénieurs du son. Ouais. Ça pourrait être intéressant de les associer d'une manière ou d'une autre. Oui, clairement. Ils ont besoin d'être accompagnés sur l'aspect technique, parce que c'est pas du tout des techniques. Enfin, ils sont pas technophiles sur ce genre de technique. C'est du gros geek du son en termes de matériel analogique, son, capter le son, mais pas forcément des outils d'intelligence artificielle numérique autour. Pour les discussions que j'ai pu en avoir avec eux, ils étaient un petit peu encore dans la phase négation, quoi. C'est bien que le vrai. C'est bon. Ouais. Et c'est un secteur financièrement très fragile de la musique en plus, avec les acteurs. Voilà, donc clairement, oui, c'est un sujet très touché aussi pour. Ouais.
la vidéo que vous avez partagée, Quentin, avec souvent un mec qui fait un mastering et qui chante et qui se transforme sa voix en voix féminine, tout ça. Tu sens que les gars, ils sont quand même très très calés sur les connaissances fondamentales et ils font pas n'importe quoi. C'est pas juste l'outil IA là qui. C'est intéressant du coup. C'est super cool cette vidéo. Ouais, c'est des gros pros, des gros producteurs, mixeurs et tout, musiciens. T'as vu, ils font n'importe quel morceau comme ça. Ouais, bien, c'est sûr. Et donc, bon, on verra. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais. Et même ne serait-ce qu'en conférence, à une conférence du lundi, on va l'appeler la conférence du lundi, qui viennent parler du son, un peu comme François. C'est bien que la musique était pas mal représentée le lundi, par contre. Hein. Il y avait un jury spécialisé qui a sorti plein d'anecdotes sur. Allez voir sa keynote, plein d'anecdotes sur justement des copies. Alors là, il parlerait sans doute maintenant de la voix de Scarlett Johansson, etc. Mais il aurait des choses à en dire. Mais c'est vrai que dans le domaine du son, il y a beaucoup de choses. Et puis, moi, j'avais croisé à la journée pas du CNC, mais de la Cinémathèque française, des voix, en fait, des acteurs, forcément, dont le responsable du syndicat des doubleurs. Et lui, pour lui, c'était clair. Il le disait presque sans trop d'émotion parce que c'est inarrêtable. C'était fini. Son job dans l'année, les 200-300 ans qui viennent. Ouais. Et il y a une grosse campagne là, des doubleurs avec des stars, des doubleurs de stars qui tournent en ce moment. Mais c'est vrai que il y a un petit côté inarrêtable. Hein, parce que la technologie, en plus de ça, elle va amener. Bien sûr qu'il y a des super doubleurs qui parfois sont même plus intéressants que certaines VO. On vient sublimer certaines voix. Et dans l'anime, on a des personnages comme vraiment géniaux qui ont été doublés en français. C'est un savoir-faire français qui contribue aussi à la popularisation du cinéma. On est des gros consommateurs, c'est aussi parce qu'on en fait un cinéma accessible, peu importe l'origine des films. Mais clairement, pour plein d'œuvres, ça va être une plus-value d'avoir la voix, le grain de l'acteur original, d'avoir la synchro labiale qui est calée. Enfin, ça va être dur de lutter contre ça. Non. Il disait, lui, c'est comme l'arrivée du cinéma parlant, paradoxalement, qui a tué le boulot de musicien de cinéma. Ouais. Le mec qui jouait dans les salles. Bon, c'était un tout petit boulot, mais voilà, il n'y en a plus. Ça arrive une fois par an, un événement, de le refaire, mais il le voyait de la même manière. Donc, bon, voilà, on s'y intéressera peut-être l'année prochaine. On arrivera peut-être à inviter des gens justement de ce secteur-là l'édition prochaine. Ouais, intéressant. S'ils n'ont plus de travail, ils pourront venir. Hein. Ouais. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Merci à tous. À bientôt à Annecy pour ceux qui seront. Ouais. On organise notre petite soirée le mardi dans le bar. Mardi 11. Ouais, mardi 11, 19h, c'est ça, chez Penn. Ouais, on va retransmettre l'info. Voilà. On partagera sur les réseaux. Très bien. Du coup, bonne journée à tous. Ciao. Bye bye. Au revoir.